Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse vraiment approfondie d'événements qui se sont déroulés hier. Hier, oui, mercredi 11 février 2026. Une journée assez folle. C'est le mot. On a mis la main sur la transcription d'une vidéo qui détaille tout, minute par minute. Et notre objectif, c'est de décortiquer la chronologie, les témoignages et, les conséquences d'une affaire de fraude qui semble absolument monumentale. Et tout commence de façon très discrète. Oui, la scène d'ouverture, c'est hier matin. Il est 8h47, une voiture entre dans le parking souterrain de la Cour suprême, Melania Trump en sort. Pas de caméra, pas de flash. Non, rien. Elle est entourée de 4 marshals des États-Unis. Entrée discrète. Et il y a ce détail qui intrigue tout le monde. Elle transporte une simple boîte en carton. Ah oui? Et pour bien comprendre pourquoi elle est là, avec cette boîte, il faut juste remonter un peu. 3 semaines en arrière. D'accord. Le département de la justice a saisi la Cour suprême. C'est déjà une procédure rare en soi, une motion d'urgence. Pour quel motif? Le motif, c'était des transferts frauduleux d'actifs. En clair, ils soupçonnaient que des milliards de dollars avaient été déplacés. Des milliards? Oui, des milliards, entre novembre 2025 et janvier 2026. Et ça depuis des comptes qui auraient dû être gelés par une ordonnance judiciaire. Et c'est là qu'elle entre en jeu, j'imagine. Exactement, parce que son témoignage a été jugé crucial. Elle avait l'autorité de signature sur plusieurs de ses comptes. Alors, on arrive à ce moment au tribunal. L'audience débute à 9h02, à huis clos. Pas de public donc. Non. Et la toute première question du procureur spécial est très directe. Il demande à Melania Trump si elle souhaite invoquer le privilège conjugal, c'est-à-dire le droit de ne pas témoigner contre son mari. Ce qui est la procédure standard. On s'attend à ce que ça parte en bataille d'avocats, sauf que non. Sa réponse, et là je cite la transcription, « Je renonce à invoquer le privilège conjugal. Je suis prête à répondre à toutes les questions avec la vérité. » Waouh. Et ce n'est pas tout. Juste après, elle renonce aussi à son droit du 5e amendement contre l'auto-incrimination. Alors ça, d'un point de vue juridique, c'est une bombe. C'est un acte extrêmement fort. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change concrètement? En renonçant volontairement à ces 2 protections fondamentales, elle envoie un message très clair. Qui est? Je coopère à 100%. Elle ne se positionne plus comme une cible potentielle de l'enquête, mais comme le témoin clé de l'accusation. Ça change radicalement toute la dynamique de l'affaire. Elle prend le contrôle, en fait. C'est exactement ça. Elle dit « Ah, le problème, ce n'est pas moi ». Et ça donne une crédibilité immense à tout ce qu'elle va dire ensuite. Et justement, ce qu'elle dit pendant les 6 heures de son témoignage, c'est assez édifiant. Elle raconte qu'à partir de mars 2025, elle a co-signé des documents pour 14 nouveaux comptes bancaires. Pas aux États-Unis, j'imagine. Non, bien sûr. En Suisse, aux îles Caïmans, à Singapour. Les classiques. Voilà. Et son mari lui aurait assuré que c'était juste des comptes commerciaux, pour des projets immobiliers. De la routine, quoi. Une explication qui se tient, sur le papier. Oui, sauf que là, le procureur lui présente des relevés de novembre et décembre 2025. Des relevés qu'elle n'avait jamais vus. Et la transcription note qu'elle est visiblement choquée. Elle découvre les chiffres en direct. Et quels chiffres? On parle de transferts massifs qui ont eu lieu après le gel des avoirs ordonnés par un juge. Ah, c'est ça le point clé, oui. 18 novembre 2025, 892 millions de dollars. 23 novembre, 1,1 milliard. 4 décembre, 687 millions. Et le 8 janvier 2026, 1,2 milliard de dollars. Les sommes sont, vertigineuses. Et à chaque fois, le procureur lui montre le document. Et il demande « C'est bien votre signature ?» Et à chaque fois, elle répond que oui. Et c'est là que c'est fascinant. C'est la défense qu'elle présente. Elle ne nie pas avoir signé. Pas du tout. Elle explique comment elle a signé. C'est-à-dire, je cite son témoignage, c'est à la page 67, « Ces documents m'ont été présentés lors de ce qui m'a été dit être des réunions d'affaires de routine. On m'a dit que je signais des accords de gestion de propriété, je n'ai pas lu le contenu complet. Pourquoi ? Parce que mon mari et ses avocats m'ont assuré qu'il s'agissait de documents immobiliers standards. Elle plaide la confiance trahie, en somme. C'est plus que ça. Juridiquement, si elle a été trompée sur la nature de ces documents, elle passe du statut de co-conspiratrice à celui de victime et de témoin contre la personne qui l'a trompée. C'est très habile. Très habile, mais à ce stade, ça reste sa parole, non? Oui, ça reste sa parole, mais c'était sans compter sur ce qui se passe après la pause déjeuner. Le coup de théâtre. Le vrai coup de théâtre, oui. Son nouvel avocat se lève et annonce qu'elle souhaite fournir des preuves supplémentaires. Des preuves qu'elle avait en sa possession. Et c'est là qu'elle ouvre la fameuse boîte en carton. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? 3 choses. Premièrement, un journal personnel,
qu'elle tenait depuis le mois de novembre. Ah, ça c'est très fort. Deuxièmement, des impressions de conversation par message texte, des SMS, avec Donald Trump. D'accord. Et troisièmement, ses propres relevés bancaires, avec des notes manuscrites dessus, des questions sur des transactions qu'elle trouvait suspectes. Là, c'est un tournant. C'est un tournant absolu. Son témoignage n'est plus seulement basé sur sa parole. Elle amène du concret. Exactement. Elle apporte une preuve tangible, matérielle et surtout contemporaine. Ça permet de construire une chronologie de ses doutes, de ses questions. Ce n'est plus un récit reconstruit a posteriori, c'est un journal de bord. Et il y a des exemples qui sont frappants. Extrait du journal daté du 20 novembre 2025. Elle écrit « Aujourd'hui, j'ai signé plus de papiers. Donald semblait anxieux. » Déjà. Je lui ai demandé si tout allait bien, il a dit « c'est juste les avocats ». Qui sont des avocats? La réponse typique pour balayer la question, pour dire « ne t'en mêle pas ». Ça monte d'un cran le 6 janvier 2026. Elle écrit dans son journal qu'elle a découvert un solde de plus d'1 milliard de dollars sur un des comptes. Elle va voir son mari pour lui demander des explications. Et là, sa réponse. Sa réponse. Selon elle, tu ne comprends pas les affaires, tu devrais lui faire confiance. Ah oui, là, on change de ton. Il ne la rassure plus, il la rabaisse. Il essaye de la faire douter d'elle-même. Et puis vient l'échange de SMS. Le 9 janvier. C'est la preuve la plus accablante, je pense. Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est elle qui envoie le premier message. J'ai vu les nouvelles sur l'affaire judiciaire. Les comptes pour lesquels j'ai signé sont-ils liés à cela? Question directe. Réponse de son mari. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu as signé ce que je t'ai demandé de signer. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Arrête de poser des questions. Arrête de poser des questions, c'est dévastateur, juridiquement. C'est une instruction directe de cesser de s'informer. Ça renforce complètement l'idée d'une dissimulation intentionnelle. Pour un procureur, ce SMS, c'est de l'or. Et la source précise que c'est ça, c'est ce message, qui a été le déclic pour elle. Le 12 janvier, 3 jours après, elle contactait son propre avocat, un avocat indépendant. Et elle a bien fait. Son avocat a dû lui dire « soit vous risquez des poursuites pénales, soit vous dites la vérité ». Le choix était vite fait. Et les conséquences de tout ça, elles ne se sont pas faites attendre. La réaction de la Cour suprême a été, Foudroyante. c'est le mot, d'une rapidité et d'une ampleur sans précédent. La chronologie de la fin de journée est hallucinante. Alors, le témoignage se termine à 16h03. D'accord. Les 9 juges délibèrent pendant 37 minutes. 37 minutes, c'est rien du tout. C'est ce que dit la source. À 16h40, ils émettent une ordonnance d'urgence. Et là, le résultat à la fin de la journée est Spectaculaire, ouais. 3,8 milliards de dollars saisis sur 23 comptes bancaires. 3,8 milliards. 31 propriétés saisies, Mar-a-Lago, la Trump Tower, tout ça. Et 3 avocats de Donald Trump placés en détention fédérale le soir même. Le fait que ce soit la Cour suprême qui agit si vite, c'est un signal d'une force inouïe. Qu'est-ce que ça veut dire, cette rapidité? Ça veut dire deux choses. Premièrement, les preuves qu'elle a fournies ont été jugées crédibles. Pas juste un peu crédibles, absolument irréfutables, d'accord? Et la deuxième chose... La deuxième, c'est qu'ils ont jugé que le risque de voir d'autres actifs disparaître est imminent. Il fallait agir tout de suite avant que d'autres milliards ne s'évaporent. C'était une action préventive. Et les prochaines étapes, on les connaît. Oui, la source mentionne que la mise en accusation des avocats, c'est pour ce vendredi. Et la Cour suprême se réunit à nouveau le 24 février pour statuer sur le caractère permanent ou non de ces saisies. Donc, pour résumer, en une seule journée, En une journée, oui. le témoignage de 6 heures de Melania Trump, appuyé par les preuves d'une simple boîte en carton, a déclenché une opération judiciaire massive, Oui. près de 4 milliards de dollars d'actifs gelés. C'est fou. Au fond, tout se résume à un choix. La source le présente très clairement comme ça. Elle pouvait protéger son mari et risquer elle-même des poursuites pénales ou alors dire la vérité sur ce qu'elle savait. Et elle a choisi la vérité. Elle a choisi la vérité. Et les conséquences se déploient maintenant à une vitesse fulgurante à travers tout le système. La question n'est plus vraiment de savoir ce qui s'est passé, on dirait. Les documents, les transferts, ça semble assez clair. Exactement. Les faits parlent d'eux-mêmes. La vraie question, la question qui reste en suspens ce matin, ce n'est pas quoi, c'est et maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et pour aller un peu plus loin, ça amène une dernière réflexion peut-être. Notre source, elle se concentre sur le juridique, le financier, c'est normal. Oui, c'est le cœur de l'affaire. Mais au-delà de ces aspects, quel pourrait être l'impact politique, personnel, à long terme, quand la confiance est brisée de manière si spectaculaire au plus haut niveau du pouvoir, C'est une excellente question. Une question qui dépasse les tribunaux. et qui va sans doute hanter la scène politique pendant très très longtemps.